Bien, bonsoir. Alors, bonne année à toutes et tous. Je nous souhaite quand même que maintenant que 2020 est terminé, que 21 nous emmène à un endroit un tout petit peu plus intéressant. Voilà. C'est important de pouvoir se retrouver, même en vidéo. Alors, c'est pas pareil qu'en vrai, mais il est prouvé aujourd'hui que l'art aide à la guérison. Voilà. Et certainement que, évidemment que je fais ça par passion, mais je suis quelque part convaincu que nous avons quelque chose de très important à vivre collectivement et que ça est une aide de vivre collectivement. Et dans cette époque un peu individualiste, c'est, c'est, c'est le chemin, il me semble, que nous devons prendre. Donc voilà, ça, malgré tout, cette petite vidéo qui n'a pas l'air d'aider aux retrouvailles et pourtant une grande aide, je crois. Voilà. En tout cas, moi, ça m'aide déjà de pouvoir poursuivre mon travail. Et ben, je suis content de vous retrouver pour ce deuxième épisode du roman de la vie de Monsieur de Molière, enfin du roman de Monsieur de Molière, de Bulgakov. Je crois que c'est écrit à l'envers quand je le montre là. euh, alors on avait dans la première partie vu naître le jeune Molière, on avait vu mourir sa mère, on avait vu son père tapissier se remarier, on avait vu le grand-père Louis Cressé accompagner son petit-fils au théâtre sur les places du Pont-Neuf. Euh, on avait vu le petit Molière, le petit Poquelin, le petit Jean-Baptiste refuser de travailler comme tapissier et dire à son père qu'il voulait faire autre chose. Voilà. Et puis on s'était quitté sur sur une discussion entre le grand-père Louis Cressé et le père Poquelin. Voilà. Et Louis Cressé a dit des choses au papa Poquelin. Donc on continue. On continue par le chapitre 5. Puisque Jean-Baptiste voulait faire des études, le grand-père Cressé a réussi à convaincre le père Poquelin. Et donc on continue avec le chapitre 5 qui s'appelle Ad Maiorem Dei Gloriam. Le réputé collège de Clermont, qui devint par la suite lycée Louis le Grand, n'avait vraiment rien de commun avec l'école paroissiale. Il était dirigé par les membres de la puissante compagnie de Jésus et les pères jésuites y avaient instauré un ordre prestigieux pour la plus grande gloire de Dieu. Et il faut avouer que tout ce qu'il faisait était bien fait. Le collège, dirigé par un recteur, le père Jacques Dinet, comptait jusqu'à 2000 enfants et jeunes gens, sur lesquels 300 étaient internes, tandis que les autres allaient et venaient librement. La Compagnie de Jésus dispensait son enseignement à l'élite de la France. Les pères professeurs donnaient aux élèves de Clermont des leçons d'histoire, de littérature ancienne, de droit, de physique et chimie, de théologie et de philosophie, et leur enseignaient le grec. Quant au latin, inutile d'en parler, outre la lecture et l'étude incessante des auteurs latins, les lycéens de Clermont devaient utiliser la langue latine dans leurs conversations entre les heures de cours. Vous admettrez que dans ces conditions, on puisse posséder à fond cette langue fondamentale. Certaines heures étaient réservées aux leçons de danse. À d'autres moments, on entendait les épées s'entrechoquer. Les jeunes Français apprenaient à manier les armes pour défendre l'honneur du roi de France dans la mêlée des batailles, et le leur en combat singulier. Dans les grandes occasions, les internes de Clermont jouaient les pièces des auteurs de la Rome antique, Publius Terence et Sénèque notamment. Voilà l'établissement où Louis Cressé avait fait entrer son petit-fils. Poquelin père ne pouvait aucunement se plaindre que son rejeton, futur valet de chambre du roi, fût tombé en mauvaise société. On trouvait parmi les élèves du collège une grande quantité de noms illustres. Les meilleures familles de la noblesse envoyaient leurs fils à Clermont. À l'époque où Poquelin suivait en qualité d'externe l'enseignement du collège, celui-ci comptait parmi ses élèves 3 princes,
dont l'un n'était autre qu'Armand de Bourbon, prince de Conti, frère germain d'un autre Bourbon, Louis de Condé, duc d'Enghien, qui reçut par la suite le surnom de Grand Condé. En d'autres termes, Jean-Baptiste avait pour condisciple une personne de sang royal. Cela suffit à montrer la qualité de l'éducation que dispensait le collège de Clermont. Il convient de noter que les jeunes gens de sang bleu ne se mélangeaient pas aux fils de riches bourgeois, dont faisait partie Jean-Baptiste. Les princes et les marquis étaient des pensionnaires qui possédaient leurs domestiques, leurs maîtres, des heures de cours particulières et des salles réservées. Il faut ajouter que le prince de Conti, qui jouera par la suite un rôle important dans la vie agitée de mon héros, avait 7 ans de moins que lui, était entré au collège alors qu'il était encore tout enfant et ne rencontra nullement Jean-Baptiste. Donc, le jeune Poquelin se plongea dans l'étude de Platon, Terence et Lucrèce. Conformément au règlement, il se laissa pousser les cheveux jusqu'aux épaules et usa ses larges culottes sur les bancs de la classe en farcissant sa tête de latin. La boutique du tapissier se perdit dans le brouillard. Notre héros était entré dans un autre monde. Poquelin père marmonnait, c'est le destin qui l'a voulu. Enfin, on n'y peut rien. Je transmettrai l'affaire au deuxième fils. Celui-là deviendra peut-être avocat ou notaire ou Dieu sait quoi. Vous croyez peut-être que l'écolier Baptiste perdit sa passion d'enfant pour le théâtre? Hélas, il n'en fut rien. Dès qu'il avait un moment de liberté, il s'arrachait aux griffes du latin pour aller, comme auparavant, au Pont-Neuf ou dans les théâtres. Seul le grand-père avait été remplacé par la compagnie de quelques camarades d'études. Et au cours de ces années de collège, Baptiste put se familiariser plus amplement avec le répertoire de l'Hôtel de Bourgogne et du Marais. Il vit les pièces de Pierre Corneille, La Veuve, la Place Royale, la Galerie du Palais et le fameux Cid, qui apporta à son auteur une gloire retentissante et l'envie de ses confrères de plume. Mais ce n'est pas tout. Vers la fin de ses études, au lycée, Jean-Baptiste apprit à dépasser le parterre et les loges du théâtre et à pénétrer dans les coulisses, ce qui lui valut de faire une des plus importantes rencontres de sa vie. Il rencontra une femme. Elle s'appelait Madeleine Béjart et était actrice. Elle avait un temps travaillé au théâtre du Marais. Madeleine était rousse, avenante et avait, de la vie générale, beaucoup de talent. Ardente admiratrice du dramaturge Rotrou, elle était intelligente, avait un goût sûr et se signalait à l'attention par sa culture littéraire et le fait qu'elle écrivait des vers. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'envoûtante actrice parisienne ait totalement subjugué le jeune élève de Clermont, qui était de 4 ans son cadet. L'intéressant est que Madeleine paya Jean-Baptiste de retour. Les études au collège durèrent 5 ans et s'achevèrent, furent couronnées en quelque sorte par l'étude de la philosophie. Durant ces 5 années, Jean-Baptiste étudia consciencieusement et trouva le temps de courir les théâtres. Mon héros devint-il un homme instruit dans ce collège? Je ne crois pas qu'aucun établissement d'enseignement puisse former un homme instruit. Mais il n'en reste pas moins qu'un enseignement bien conçu permet à quelqu'un de devenir un homme discipliné et d'acquérir des habitudes qui lui seront utiles dans le futur, quand il aura à s'instruire par lui-même. Oui. Au collège de Clermont, Jean-Baptiste apprit la discipline, apprit à respecter les sciences dont on lui avait montré le chemin. Quand il quitta le lycée, il n'y avait plus rien en lui du méli-mélo de l'école paroissiale. Son esprit avait été, comme disait Méphistophélès, lassé dans des brodequins espagnols. Au cours de ses études à Clermont, Poquelin se lia d'amitié avec un certain Chapelle, fils illégitime d'un richissime financier nommé l'Huillier, et se mit à fréquenter sa maison. L'année où nos Clermontois achevaient leur dernière année de collège,
on vit paraître dans la maison de l'huilier et s'y installer en qualité d'hôte privilégié un homme très remarquable. Il s'appelait Pierre Gassendi. Le professeur Gassendi, un provençal, avait une solide culture. Il avait accumulé des connaissances qui auraient suffi à une dizaine d'hommes. Gassendi était professeur de rhétorique, excellent historien, au fait de la philosophie, de la physique et de la mathématique. Le volume de ses connaissances dans le seul domaine de la mathématique était si considérable qu'on lui avait proposé, pour ne citer qu'un exemple, une chaire au Collège royal. Mais, répétons-le, le bagage de Pierre Gassendi ne se limitait pas à la mathématique. Homme à l'esprit inquiet et aiguisé, il avait inauguré sa carrière par la lecture du célèbre philosophe péripatéticien de l'Antiquité, Aristote. Il l'avait étudié à fond, et la chose faite, s'était mis à le haïr tout aussi à fond. Puis, dès qu'il eut fait la connaissance de la grande hérésie du Polonais Nicolas Copernic, qui proclama à la face du monde que les anciens s'étaient trompés en assurant que la Terre est le centre immobile de l'univers, Pierre Gassendi aima Copernic de toute son âme. Gassendi était fasciné par le grand penseur Giordano Bruno qui périt sur le bûcher en 1600 pour avoir affirmé que l'univers est infini et qu'il contient une multitude de mondes. Gassendi était de tout cœur encore avec le génial physicien Galilée qui fut contraint, la main sur l'évangile, de renier sa conviction que la Terre tourne. Tous ceux qui avaient été assez courageux pour s'attaquer à l'enseignement d'Aristote ou des philosophes scolastiques qui l'avaient suivi, trouvaient en Gassendi le plus sûr des complices. Gassendi n'ignorait rien des thèses du français Pierre de la Ramée, qui osa contredire Aristote et qui mourut pendant la nuit de la Saint-Barthélemy. Gassendi connaissait bien l'espagnol Juan Luis Vives, qui écrasa la philosophie scolastique, et l'anglais Francis Bacon, baron Verulam, qui s'opposa à Aristote avec son Instauratio Magna. Mais on ne pourrait les citer tous. Le professeur Gassendi était un novateur né. Il vénérait la clarté et la simplicité de la pensée, avait une foi sans limite dans l'expérience et tenait en grande estime l'expérimentation. Et tout ceci reposait sur le socle de granit de son éducation philosophique personnelle. Gassendi avait puisé cette éducation dans cette même antiquité reculée, chez le philosophe Épicure, qui vécut environ 300 ans avant notre ère. Si l'on avait demandé à Épicure « À quoi se résume votre doctrine ?» on peut supposer que le philosophe aurait répondu « Vers quoi tend toute créature vivante ? Toute créature vivante tend vers le plaisir. Pourquoi ? Parce que le plaisir est le plus grand bien. Vivez donc en sage, efforcez-vous d'atteindre au plaisir permanent. » La formule d'Épicure avait extraordinairement frappé Pierre Gassendi, qui, avec le temps, élabora sa propre doctrine. La seule chose innée chez l'homme, disait-il à ses élèves en pinçant sa barbiche érudite, c'est l'amour de soi. Et le bonheur est le but de la vie de tout homme. Et quels sont les éléments du bonheur ? Les yeux du philosophe étincelaient. Deux, messieurs, et deux seulement, une âme en paix et un corps sain. Pour ce qui est de la santé du corps, n'importe quel médecin vous conseillera utilement. Mais pour la paix de l'âme, je vous dirai, mes enfants, ne faites pas le mal, et vous n'aurez ni repentir, ni regret, qui sont les deux seules choses qui rendent les gens malheureux. L'épicurien Gassendi avait commencé sa carrière savante par la rédaction d'une œuvre volumineuse où il démontrait la totale ineptie de l'astronomie et de la physique aristotélicienne et défendait les théories du Copernic dont je vous ai parlé. Mais cette intéressante composition resta inachevée. Si l'on en avait demandé la raison au professeur, je soupçonne fort qu'il aurait fourni la réponse que fit un certain Chrysale, héros d'une des futures comédies de Molière, à la trop savante femme Philaminte. Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin. Guenille, si l'on veut, mais ma guenille m'est chère.
Je n'irai pas en prison pour Aristote, messieurs, aurait pu dire Gassendi. Et en effet, quand cette guenille, votre corps, sera mise en prison, que deviendra votre bel esprit philosophique? Bref, Gassendi s'arrêta à temps, renonça à terminer son travail sur Aristote et se lança dans d'autres entreprises. L'épicurien aimait trop la vie, et l'arrêté du Parlement de Paris de 1624 était encore saignant dans toutes les mémoires. Aristote avait été en quelque sorte canonisé par toutes les facultés savantes de l'époque, et le décret du Parlement promettait en termes non équivoques la peine de mort à tous ceux qui oseraient s'attaquer aux philosophes antiques et à ses épigones. C'est ainsi que Gassendi s'épargna de sérieux désagréments. Il effectua un voyage en Belgique et en Hollande, écrivit une série d'importants travaux et finit par se retrouver à Paris, chez son vieil ami l'huilier. Le conseiller, qui n'était pas bête, demanda au professeur d'enseigner à titre privé les sciences à son fils Chapelle. Et comme c'était en outre un homme à l'esprit ouvert, il autorisa son fils à réunir un groupe de jeunes gens qui recueilleraient avec lui l'enseignement de Gassendi. Furent admis dans le groupe Chapelle, notre Jean-Baptiste, un certain Bernier, jeune homme qui ressentait une très vive attirance pour les sciences de la nature et qui fit par la suite de nombreux voyages en Orient, d'où le surnom de grand Mogol qu'on lui donna à Paris, et pour finir, un personnage tout à fait inattendu dans cette compagnie, plus âgé que les autres. Celui-ci ne sortait pas du collège de Clermont, mais était officier de la garde, récemment blessé à la guerre, ivrogne, bretteur, hâbleur, don Juan, dramaturge débutant et non sans talent. Il s'appelait Cyrano de Bergerac. Toute cette compagnie, assemblée dans le somptueux appartement de l'huilier, buvait donc avec avidité les discours enflammés de Gassendi. Voilà où mon héros a perfectionné son apprentissage, chez ce Provençal au visage raviné par les passions. De lui, Jean-Baptiste reçut en héritage la philosophie triomphante d'Épicure et bon nombre de connaissances sérieuses sur les sciences de la nature. À la lumière envoûtante des bougies de cire, Gassendi lui insuffla l'amour du raisonnement clair et précis, la haine de la scolastique, le respect de l'expérience, le mépris du toc et du clinquant. Le moment vint, enfin, où le collège de Clermont et les leçons de Gassendi eurent une fin. Mon héros devint adulte. « Va à Orléans, dit Poquelin père au Clermontois achevé, et passe l'examen de la faculté de droit. Obtiens ta licence et aie la bonté de ne pas échouer, car j'ai dépensé pas mal d'argent pour toi. » Et Jean-Baptiste partit pour Orléans, afin de décrocher un diplôme de droit. Je ne sais pas au juste combien de temps il passa dans cette ville et à quelle époque précise. Ce fut apparemment au début de l'année 1641. L'un des innombrables détracteurs de mon héros a soutenu bien des années après qu'à Orléans, n'importe quel bourrique pouvait obtenir son diplôme, à condition que cette bourrique ait de l'argent. Mais ce n'est pas vrai. Une bourrique ne peut pas décrocher de diplôme, et mon héros n'a rien d'une bourrique. Il est vrai, certains jeunes gens heureux de vivre, qui allèrent passer leur examen à Orléans, ont raconté qu'ils étaient arrivés sur le soir à l'université, qu'ils avaient réveillé les professeurs, que ceux-ci avaient, en bâillant, enfilé leur toque magistrale par-dessus leur bonnet de nuit graisseux et les avaient sur le champ examinés et gradués. Mais il est très possible que les jeunes gens aient menti. Quoi qu'il ait pu se passer à Orléans, on sait de manière sûre que Jean-Baptiste eut sa licence de droit. Donc, plus de gamins en petit col blanc, plus d'écoliers aux longs cheveux, devant moi un homme. Il a des boucles de cheveux artificiels, il porte une perruque claire. Je regarde cet homme avec avidité. Il est de taille moyenne, un peu voûté, la poitrine creusée,
dans un visage bistré aux pommettes saillantes, les yeux sont écartés, le menton pointu, le nez large et plat, bref, il n'a vraiment rien pour plaire. Mais les yeux sont remarquables. Je lis en eux un étrange et perpétuel sourire sarcastique, et en même temps un éternel étonnement devant le monde qui l'entoure. Il y a dans ses yeux quelque chose de voluptueux, de féminin presque, et tout au fond, un mal caché. Il y a un ver, croyez-moi, chez cet homme de 20 ans, un ver qui déjà le ronge. Cet homme bégaie et respire à contretemps quand il parle. Je vois, c'est un impulsif. Il a des sautes d'humeur brutales. Ce jeune homme passe facilement de moments de joie débridés à des moments d'hésitation pénible. Il découvre les aspects comiques des gens et aime à les tourner en dérision. Parfois, il se découvre par mégarde. Tout de suite après, il tente d'être secret et de ruser. Il est par moments follement courageux, mais capable de retomber aussitôt dans l'irrésolution et la lâcheté. Oh, croyez-moi, dans ces conditions, il aura une vie difficile et se fera beaucoup d'ennemis. Mais place à la vie. Chapitre 6. Aventure peu croyable. Le temps que nous décrivons fut pour la France un temps tumultueux. La vie n'apparaissait paisible qu'au collège de Clermont ou dans la boutique paternelle. La France fut secouée par des guerres extérieures et des troubles intérieurs, et cela dura de nombreuses années. Au début de l'année 1642, le roi Louis XIII et le tout-puissant régent de fait de la France, le cardinal duc Armand de Richelieu, partirent rejoindre les troupes du Sud pour reprendre aux Espagnols la province du Roussillon. Les tapissiers royaux, il y en avait plusieurs, servaient le roi à tour de rôle, et Poquelin père avait eu les mois de printemps, avril, mai et juin. Retenu à Paris en 1642 pour des affaires commerciales, le père résolut d'envoyer son fils aîné le remplacer au service de l'appartement royal. Il ne fait pas de doute que Poquelin avait, ce faisant, formé l'idée d'accoutumer Jean-Baptiste à la vie de la cour. Le fils se conforma à l'injonction paternelle et prit au début du printemps la route du sud. Instantanément, de mystérieuses ténèbres se refermèrent sur mon héros et personne ne sait au juste ce qu'il devint dans le sud. Mais le bruit courut que Jean-Baptiste fut impliqué dans une aventure peu ordinaire. Le cardinal Richelieu, qui tenait entièrement en son pouvoir le faible et médiocre Louis XIII, était détesté par de très nombreux représentants de l'aristocratie française. En 1642, un complot se trama contre le cardinal, et l'âme de ce complot fut le jeune marquis de Cinq-Mars. Vieux renard de la politique, Richelieu eut vent de la conspiration, et bien qu'il fût protégé par le roi, on décida d'arrêter Cinq-Mars, sous l'inculpation de crimes de haute trahison, intelligence avec l'Espagne. Dans la nuit du 12 au 13 juin, dans une ville du sud, on dit qu'un jeune homme inconnu s'approcha de Cinq-Mars et glissa un billet dans la main du chevalier. S'étant retiré un peu à l'écart des autres courtisans, Cinq-Mars lut à la lumière tremblante d'un flambeau la brève missive et trouva son salut dans la fuite. Le billet portait ces mots : « Votre vie est en danger ». Il n'y avait pas de signature. Il paraîtrait que ce billet avait été écrit et remis par le jeune valet de chambre à la cour Poquelin, désireux dans sa grandeur d'âme de sauver Cinq-Mars d'une mort certaine. Mais le billet ne fit que retarder la perte du jeune marquis. En vain il chercha un asile, il ne lui servit de rien de se cacher dans le lit de sa maîtresse, madame de Ciuzac, qu'il fut pris le lendemain même et rapidement exécuté. 184 ans plus tard,
sa mémoire fut perpétuée par le roman de l'écrivain Alfred de Vigny et 51 ans après Vigny dans un opéra par le fameux auteur de Faust, le compositeur Gounod. Mais certains affirment qu'il n'y a jamais eu d'histoire de billets, que Jean-Baptiste n'a jamais rien eu à voir avec l'affaire 5 mars et qu'il a rempli paisiblement et ponctuellement son office de laquais royal sans se mêler de ce dont il n'était pas supposé se mêler. Mais alors, on ne comprend pas très bien qui et pourquoi a pu inventer cette histoire de billets. À la fin juin, le roi séjourna à quelques lieues de Nîmes, à Montfrin. Et là se produisit une deuxième aventure qui, comme le verra le lecteur, jouera dans la vie de notre héros un rôle beaucoup plus grand que l'épisode de l'infortuné 5 mars. C'est à Montfrin que le valet de chambre du roi, dont l'office pour cette année s'achevait ou était achevé, retrouva son amie Madeleine Béjart, dont il avait été un temps séparé. L'actrice voyageait et donnait des représentations avec une troupe ambulante. On ne sait pas exactement à quel moment le valet de chambre quitta la suite du roi, mais on peut du moins dire qu'il ne regagna pas Paris à l'échéance de son service, c'est-à-dire en juillet 1642, mais qu'il voyagea quelque temps dans le sud, et, comme le rapportent les gens qui se sont intéressés à lui, dans une intimité suspecte avec Madame Béjart. Quoi qu'il en soit, à l'automne de l'année 1642, Poquelin revint dans la capitale et rapporta à son père qu'il avait rempli sa mission. Le père s'enquit des projets d'avenir de son héritier. Jean-Baptiste répondit qu'il avait l'intention de se perfectionner dans la jurisprudence. Là, pour autant que je sache, Jean-Baptiste s'établit hors de la maison paternelle et l'on commença à dire en ville que le fils aîné de Poquelin était avocat ou se préparait à l'être. La plus complète stupeur aurait saisi quiconque aurait eu l'idée de voir de plus près la manière dont Jean-Baptiste se préparait à son rôle d'avocat. Personne n'avait jamais entendu dire que les charlatans du Pont-Neuf fussent une pépinière d'avocats. Laissant ses livres de droit dans son appartement, Jean-Baptiste se présenta à l'insu de son père dans une de ses troupes de charlatans et proposa ses services pour n'importe quel emploi, y compris celui du crieur qui racole les gens à l'entrée de la baraque. Voilà où en était la jurisprudence. Par la suite, les ennemis de Jean-Baptiste, et ils furent nombreux, dirent en riant fielleusement que mon héros faisait le pitre du côté des Halles et avalait des serpents pour divertir la tourbe. Avalait ou avalait pas, je ne peux rien dire de certain, mais je sais qu'à cette époque, il se plongea avec avidité dans l'étude de la tragédie et commença à jouer, çà et là, dans des spectacles d'amateurs. La lecture de Corneille, qui enflammait la nuit le cerveau de mon héros, les sensations inoubliables retirées des exhibitions de rue, l'odeur lourde du masque qui, une fois revêtu, ne peut plus jamais être quitté, achevèrent d'empoisonner le juriste manqué. Et un beau matin, en éteignant ses chandelles au-dessus du Cid qu'il lisait, il décida que le moment était venu pour lui d'étonner le monde. Effectivement, il étonna le monde. Et la première victime de cet étonnement fut le malheureux martyr Poquelin père. Chapitre 7. L'illustre bande. Dans les premiers jours de janvier 1643, année qui fut marquée par de nombreux événements, Jean-Baptiste parut devant son père et déclara que tous ses projets visant à l'enrôler dans la corporation des avocats étaient du délire pur et simple, que jamais de sa vie il ne serait notaire, qu'il n'avait pas l'intention de devenir un docte, et surtout qu'il ne voulait pas entendre parler de commerce de tapisserie. Il irait là où l'attirait depuis son enfance sa vocation, c'est-à-dire qu'il serait acteur. Ma plume se refuse à dépeindre ce qui se passa dans la maison.
Quand le père eut quelque peu repris ses esprits, il tenta néanmoins de dissuader son fils et lui dit tout ce que le devoir paternel lui ordonnait de dire, que la profession d'acteur est la plus méprisée de toutes les professions, que la Sainte Église rejette les acteurs de son sein, que seul un mendiant ou un vagabond peut en être réduit à cette extrémité. Le père menaçait, le père implorait, va réfléchir, je t'en prie, et ensuite reviens me voir. Mais le fils refusa tout net de réfléchir à quoi que ce soit. Le père se précipita alors chez le curé et le supplia d'aller dissuader Jean-Baptiste de ses projets. Le serviteur de Dieu accéda à la prière de son honorable paroissien et vint parler au fils, mais les résultats de ses efforts furent si étonnants qu'on ose à peine en parler. On assura dans Paris qu'après 2 heures de conversation avec un Jean-Baptiste déchaîné, le ministre du culte ôta sa soutane noire et alla s'enrôler dans la même troupe que lui. Je déclare tout net que ceci est peu vraisemblable. Pour autant que je sache, aucun prêtre ne se lança dans le théâtre vers cette époque. Mais, en revanche, un certain Georges Pinel joua vraiment un étrange tour à Poquelin-Père. Ce Georges Pinel s'était un temps occupé, à la requête du père, d'apprendre à Jean-Baptiste la comptabilité commerciale. Par ailleurs, Pinel entretenait avec Poquelin des relations d'ordre financier, en ce sens qu'il lui empruntait de temps en temps de l'argent. Au désespoir et ne sachant plus que faire, Poquelin se tourna vers Pinel pour lui demander de détourner son ancien élève de ses projets. L'accommodant Pinel eut effectivement une conversation avec Jean-Baptiste, puis alla communiquer à Poquelin-Père les résultats de son entrevue. À ce qu'il rapporta, Jean-Baptiste l'avait tout à fait convaincu, de sorte que lui, Pinel, abandonnait définitivement la comptabilité pour se consacrer à la scène en compagnie du fils transfuge. 3 fois maudit soit ce vaurien de Pinel à qui j'avais en plus prêté 140 livres, dit le malheureux père pour saluer le départ de Pinel, et il rappela son fils. C'était un 6 janvier, jour mémorable dans la vie du père. Alors, tu n'as pas changé d'avis demanda Poquelin. Non, ma décision est irrévocable, répondit le fils, en qui coulait manifestement le sang des Cressé et non celui des Poquelin. Dis-toi bien, dit le père, que je t'enlève le titre de valet de chambre du roi. Tu dois me le rendre. Je me repens d'avoir écouté ton grand-père et de t'avoir fait donner de l'instruction. L'inconscient et impénitent Jean-Baptiste répondit qu'il renonçait volontiers au titre et qu'il ne s'opposait pas à ce que le père le transmît à tel autre de ses autres fils qui lui plairait. Le père exigea une renonciation écrite et Jean-Baptiste signa sans balancer une minute ce papier qui, comme il apparut par la suite, n'avait aucune valeur et ne servit à rien. Et puis le partage commença. Il revenait à Jean-Baptiste environ 5000 livres sur l'héritage maternel. Le père marchanda, comme à la foire, il ne voulut pas admettre que l'or pût s'écouler dans les bourses trouées de comédiens errants. Et il avait 3 fois raison. Bref, il remit à son fils 630 livres, et c'est avec cette somme que le fils quitta la maison paternelle. Il prit immédiatement le chemin de la place royale, le chemin d'une famille qui était infiniment chère à son cœur. Il s'agissait de la famille Béjart. Joseph Béjart, sieur de Belleville, petit fonctionnaire à l'administration centrale des eaux et forêts, vivait à Paris avec son épouse, née Marie Hervé, et avec 4 enfants. La famille était remarquable en ceci que tout le monde, à commencer par le sieur de Belleville lui-même, brûlait de la passion du théâtre. La fille Madeleine, que nous connaissons déjà, était une excellente actrice professionnelle. Le fils aîné, Joseph, et la fille, Geneviève, qui, avec ses 19 ans, venait immédiatement en âge après Madeleine, non content de se produire dans des spectacles d'amateurs, rêvait de fonder un théâtre. Le plus jeune fils, Louis, marchait naturellement sur les traces de ses aînés, et s'il n'avait pas encore fait de théâtre, c'était uniquement à cause de son jeune âge, il avait environ 13 ans. Béjart Belleville encourageait vivement ses enfants dans leurs activités, d'autant qu'il avait lui-même tenté de se lancer dans la carrière théâtrale, et la mère aimante n'avait rien contre les inclinations de ses enfants. Jean-Baptiste eût difficilement pu se trouver en meilleure compagnie.
Mais l'amour du théâtre n'était pas le seul lien entre Poquelin et les Béjart. Il ne fait pas de doute que Madeleine et Poquelin se connaissaient et s'aimaient déjà. Il faut ici noter que la famille Béjart se trouvait en voyage hors de Paris depuis la fin de l'année 1641 et n'avait regagné la capitale qu'à la date approximative où notre héros y était revenu, c'est-à-dire au début de l'année 1643. Donc, en janvier 1643, Poquelin entra avec l'argent de son héritage dans la maison des Béjart, et la demeure de la place royale devint le centre d'une agitation inusitée. On vit apparaître chez les Béjart des jeunes gens d'allure douteuse, au sens théâtral, bientôt suivis par des acteurs professionnels, expérimentés et déjà usés. Pinel était comme un poisson dans l'eau et étincelait de tous ses feux au milieu de cette bohème. Je jure que personne au monde ne serait parvenu à faire ce qu'il fit. Il se présenta à Poquelin père et réussit à lui soutirer encore 200 livres pour son fils, sur le compte duquel il raconta des choses invraisemblables. On dit qu'il se conduisit avec le tapissier à la cour comme Scapin avec Géronte dans la comédie de Molière. Tout est possible. L'affaire fut mûre l'été de l'année 1643. Le 30 juin, dans la demeure de la veuve Marie Hervé, le sieur de Belleville s'était éteint au mois de mars de cette même année, une convention solennelle fut conclue en présence de M. Maréchal, avocat au Parlement de Paris. L'acte annonçait qu'une compagnie de 10 personnes fondait un nouveau théâtre. Voilà où étaient passés les 630 livres ainsi que les 200 suivantes. De l'argent avait aussi été fourni par Madeleine, femme très économe qui avait réussi à mettre de côté une somme confortable au cours de sa carrière artistique. Marie Hervé, qui aimait ses enfants à la folie, racla les fonds de tiroir et jeta également son capital dans l'entreprise. Les autres, à ce qu'il semble, n'avaient pas un sou vaillant et ne pouvaient apporter à la cause commune que leur énergie et leur talent. Quant à Pinel, il apportait son expérience de la vie. Sans modestie excessive, le groupe intitula le futur théâtre « Illustre Théâtre » et tous ceux qui y entrèrent se donnèrent le nom d'enfants de la famille. Ce qui peut donner à penser qu'entre les nouveaux serviteurs des muses régnait cette harmonie qui, selon Aristote, régit l'univers tout entier. Les enfants de la famille se composait des 3 Béjart, Joseph, Madeleine et Geneviève, de 2 jeunes filles, Malingre et Désurlis, d'un certain Germain Clérin, du jeune scribe Bonenfant, de l'acteur professionnel expérimenté Denis Bay, du déjà nommé Georges Pinel, et enfin de l'ardent chef de file de la compagnie, notre Jean-Baptiste Poquelin. D'ailleurs, dès l'instant que fut créé l'illustre théâtre, Jean-Baptiste Poquelin cessa d'exister, et à sa place parut Jean-Baptiste Molière. D'où vient ce nouveau nom? On ne le sait pas. Certains expliquent que Poquelin a utilisé un pseudonyme qui traînait dans les milieux du théâtre et de la musique, d'autres que Jean-Baptiste a repris le nom de Molière à une obscure localité. Certains disent que c'est le nom d'un écrivain mort en 1623, quoi qu'il en soit, Poquelin devint Molière. Quand il apprit la chose, le père se contenta de faire un geste fataliste de la main, et Georges Pinel, pour ne pas être en reste sur son fougueux ami, prit le nom de Georges Couture. La formation, à Paris, d'une nouvelle troupe fit grosse impression, et les acteurs de l'Hôtel de Bourgogne baptisèrent sur le champ les enfants de la famille bande de Locteux. La bande négligea de relever ce qualificatif peu amène et se mit à l'œuvre, de la manière la plus énergique, sous la direction de Molière et de Madeleine pour la part financière. Ils commencèrent par aller voir un certain monsieur Gallois du Métayer, qui loua à la bande une salle de jeu de paume dont il était propriétaire et qu'il avait laissée dans un état d'abandon extrême, situé près des fossés de Nesle. Ils conclurent avec Gallois un accord par lequel celui-ci s'engageait, conjointement avec les menuisiers, à remettre la salle en état et à y disposer une scène. Ils trouvèrent 4 musiciens, offrirent 20 sols par jour à chacun d'eux et s'attaquèrent aux répétitions.
Les enfants de la famille, qui avaient déjà préparé quelques pièces, ne voulurent pas perdre un temps précieux et, en attendant que la salle soit remise en état, s'entassèrent dans une charrette et partirent jouer la tragédie à la foire de Rouen. De là, ils adressèrent plusieurs lettres à Gallois pour le presser d'activer les travaux de réfection de la salle. Après quelques représentations, qui rencontrèrent auprès de l'indulgent public de la foire un succès moyen, ils rentrèrent à Paris et conclurent un accord avec un homme absolument délicieux, Léonard Aubry, poseur de pavés de son métier, qui entreprit de disposer devant le théâtre un pavage somptueux. Vous comprenez, monsieur Aubry, des carrosses vont venir ici, disait Molière en se frottant fiévreusement les mains. Il communiqua son inquiétude à monsieur Aubry et celui-ci se tira brillamment de sa tâche, le pavé fut solide et beau. Et enfin, un soir de la nouvelle année 1644, le théâtre ouvrit avec une tragédie. Je n'ose raconter ce qui se passa ensuite. Je ne crois pas qu'aucun théâtre au monde ait jamais fait un pareil four. À l'issue des premières représentations, les acteurs des autres théâtres racontaient avec des mines épanouies que dans le fossé de la Tour de Nesle, à l'illustre théâtre, à l'exception des parents des comédiens qui avaient des billets de faveur, il n'y avait pas un chat. Et hélas, ce n'était pas loin d'être la vérité. Les efforts de M. Aubry avaient été vains. Son pavé n'avait pas vu passer la moindre roue de carrosse. Tout avait commencé ainsi. Dans la paroisse voisine de Saint-Sulpice avait surgi un prédicateur qui, parallèlement aux représentations théâtrales, annonçait dans des causeries enflammées que le diable retiendrait dans ses griffes non seulement les comédiens maudits, mais aussi ceux qui iraient voir leur comédie. La nuit, Jean-Baptiste Molière nourrissait des pensées féroces sur le plaisir qu'il aurait à couper le cou de ce prédicateur. Je dois dire ici, à la décharge du prédicateur, qu'il n'y était peut-être pour rien. À moins que ce ne fût sa faute si le médecin était incapable de guérir le bégaiement de Joseph Béjart qui tenait les emplois d'amant, ou si Molière lui-même bégayait en jouant les rôles tragiques. Dans l'humble et sombre salle, dégoulinante, les chandelles de suif brûlaient sur de méchants lustres de fer blanc, et le crin-crin des 4 violons n'évoquait nullement le tonnerre d'un grand orchestre. Les dramaturges illustres ne regardaient pas du côté de la tour de Nesle, et, quand bien même l'eussent-ils fait, comment le scribe bon enfant eût-il pu à lui seul transmettre leur monologue sonore? Et la situation empirait de jour en jour. Le public se conduisait d'une manière scandaleuse et se livrait à des plaisanteries sinistres telles que pousser des jurons à voix haute au milieu de la représentation. Il y avait bien dans la troupe Madeleine qui était une excellente actrice, mais elle ne pouvait à elle seule jouer tous les rôles de la tragédie. Admirable amie de Jean-Baptiste Molière, elle fit tout ce qu'elle put pour sauver l'illustre théâtre. Quand arriva à Paris, au sortir d'une période d'exil et de palpitantes aventures, son ancien amant, le comte de Modène, Madeleine alla le voir, et celui-ci parvint à obtenir pour les infortunés de la tour de Nesle le droit de s'intituler troupe de son Altesse royale le prince Gaston d'Orléans. L'astucieux Molière se découvrit immédiatement les talents d'un véritable directeur de théâtre, engagea des danseurs et monta une série de ballets pour les chevaliers du prince, mais les ballets laissèrent de glace les chevaliers. Alors, un soir, l'obstiné Jean-Baptiste annonça à Madeleine que tout le mal venait du répertoire et fit appel à Nicolas Desfontaines, acteur et dramaturge. « Il nous faut un répertoire étincelant, lui dit Molière, illustre !» Desfontaines déclara à Molière qu'il l'avait bien compris, et, avec une enviable promptitude, présenta au théâtre ses propres pièces. L'une d'elles s'appelait Perside,
ou la suite de l'illustre Bassa, l'autre l'illustre Olympie ou le Saint-Alexis, la troisième l'illustre Comédien ou le Martyr de Saint-Genest. Mais le public parisien, manifestement ensorcelé par le prédicateur, ne se dérangea ni pour l'illustre Olympie, ni pour l'illustre Bassa. Une certaine consolation fut apportée par la tragédie de Tristan l'Hermite, Constantin le Grand, où le rôle d'Épicharis était magnifiquement interprété par Madeleine, mais cela ne dura pas. Quand les économies de Madeleine furent épuisées, les enfants de la famille s'adressèrent à Marie Hervé, qui pour la première fois pleura en voyant ses enfants et leur donna son dernier argent. Puis la bande tourna son regard vers les Halles et vers Jean-Baptiste Père. Une scène très pénible se déroula dans la boutique. Quand on lui demanda de l'argent, Poquelin ne put d'abord prononcer une parole. Et, rendez-vous compte, il donna de l'argent. Je suis certain qu'on lui avait dépêché Pinel. Puis, ce fut au tour de Gallois de venir demander au comédien s'il comptait ou non payer le loyer, avec prière de fournir une réponse catégorique. Il n'obtint pas de réponse catégorique. On lui donna une réponse évasive, pleine de serments et de promesses. « Alors, déguerpissez !» s'écria Gallois. « Vous, vos violons et vos actrices rousses !» Cette dernière parole était superflue, puisqu'il n'y avait que Madeleine de Rousse dans la troupe. « J'avais justement l'intention de quitter cette fosse répugnante, » s'écria Molière, et la confrérie, sans jeter un regard en arrière sur l'épouvantable année qui venait de s'écouler, suivit son capitaine jusqu'au port Saint-Paul, dans une salle qui ressemblait trait pour trait à celle de M. Gallois. Cette salle s'appelait la Croix Noire, et elle ne tarda pas à justifier son nom. Après que l'illustre troupe eut donné la pièce de Magnon Artaxerce, M. de Molière, qui était à juste titre considéré à Paris comme le chef de file de la bande, se retrouva en prison. Il était poursuivi par un usurier, un blanchisseur et un fournisseur de chandelles du nom d'Antoine Fossé. C'étaient les chandelles de ce dernier qui dégoulinaient sur les croisées de M. Molière à l'illustre théâtre. Pinel courut chez Poquelin père. « Comment, vous ?» dit Jean-Baptiste Poquelin, suffocant. « Vous, c'est vous qui venez encore chez moi? Qu'est-ce que cela signifie ?»« Il est en prison !» répliqua Pinel. « Je ne vous en dirai pas davantage, monsieur Poquelin, il est en prison !» Et Poquelin père donna de l'argent, mais des créanciers se déclaraient de tous côtés, et Jean-Baptiste Molière serait resté au cachot jusqu'à la fin de ses jours, s'il n'y avait eu, pour se porter garant des dettes de l'illustre théâtre, Léonard Aubry, l'homme qui avait pavé de manière si magistrale et inutile l'entrée du premier théâtre de Molière. J'ignore quel filtre Georges Pinel fit boire à Léonard Aubry, mais le nom de celui-ci passera à la postérité. Une fois son chef sorti des verrous, la troupe de l'illustre théâtre, tout entière, fit à M. Aubry la promesse solennelle de payer au fur et à mesure les dettes dont il avait répondu. Avec le retour de son chef, la troupe reprit les représentations. Molière parvint à s'assurer la protection d'Henri de Guise, duc de Lorraine, qui fit magnanimement don à la troupe de sa fastueuse garde-robe. La confrérie revêtit les somptueux costumes et mit les rubans brodés d'or en gage chez les usuriers, mais les rubans ne suffirent pas. La confrérie chancela. Les premiers signes de panique commencèrent à se manifester. Il fallut abandonner le port Saint-Paul et la sépulcrale Croix Noire, emménagée dans une nouvelle salle. Celle-ci portait un nom radieux, la Croix Blanche. Hélas, elle ne réussit pas mieux à la troupe que la Croix Noire. Les premiers à partir, faute de pouvoir supporter les privations, furent Pinel, Bonenfant, puis Bay. La pénible agonie de l'illustre théâtre se prolongea encore quelque temps. On vendit tout ce qu'il était possible de vendre, costumes, décors. À l'automne 1645, l'illustre théâtre cessa définitivement d'exister. C'était l'automne. Dans son petit appartement de la rue des Jardins Saint-Paul, au soir, à la lumière d'une bougie, une femme était assise, devant elle un homme debout,
3 dures années, les dettes, les usuriers, la prison, et l'humiliation l'avait terriblement changé. Au coin de ses lèvres s'étaient déposés les plis sarcastiques de l'expérience, mais il suffisait de regarder attentivement son visage pour comprendre qu'aucun revers ne l'arrêterait jamais. Cet homme ne pouvait être ni notaire, ni avocat, ni marchand de meubles. Le jeune homme de 24 ans qui faisait face à Madeleine était un acteur professionnel, endurci, qui en avait vu de toutes les couleurs. Sur ses épaules flottaient les restes d'une veste du duc, et quand il marchait à travers la pièce, on entendait tinter dans ses poches ses derniers sous. Le chef déchu de l'illustre théâtre alla à la fenêtre et proféra les malédictions les plus choisies à l'adresse de Paris et de tous ses faubourgs, de la Croix-Noire et de la Croix-Blanche et du fossé de Nesle. Puis il traita de tous les noms le public parisien qui ne comprenait rien à l'art, et ajouta qu'il n'y avait à Paris qu'un seul homme digne de ce nom, le paveur du roi, Léonard Aubry. Et il continua longtemps encore à discourir sans recevoir de réponse, et finit par demander au désespoir: « Et maintenant, je suppose que tu vas m'abandonner, toi aussi? Après tout, tu peux tenter ta chance à l'hôtel de Bourgogne. » Et il ajouta que la troupe de l'hôtel était un ramassis de pandards. La rousse Madeleine écouta jusqu'au bout ces bêtises en silence. Et puis les amants commencèrent à chuchoter, et leur conciliabule dura jusqu'au matin. Mais ce qu'ils imaginèrent, nous ne le savons pas. Et voilà pour ce soir. C'est la fin du 2e épisode. Je crois qu'on se retrouve en février pour le 3e. Voilà, merci d'avoir été avec moi en direct de la médiathèque de Plumluck. Voilà, dans ce projet qui est organisé avec Montfort Communauté. Voilà, dans ce projet Molière. À bientôt, merci d'avoir été avec moi. À très vite. Au revoir.